Bonjour à tous, alors on se retrouve comme promis pour une petite vidéo d'exercice. Alors ce sera un petit peu plus qu'un exercice puisqu'en fait je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter le pilote 14 de la salle de TP et vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, et on va utiliser en fait l'exercice que je vais vous proposer ici comme préliminaire à la préparation de la séance de travaux pratiques que vous ferez l'année prochaine sur ce pilote. Alors le pilote 14 est un pilote qui est conçu pour héberger ce que l'on appelle une distillation discontinue. Vous vous doutez bien que s'il y a une distillation discontinue, il existe également une distillation continue, mais on verra ça un petit peu plus tard. Le mélange auquel on va s'intéresser ici est un mélange eau-éthanol, non pas le mélange eau-méthanol que l'on avait vu à l'occasion des séances de cours, mais ici un mélange eau-éthanol. Alors le diagramme binaire du mélange eau-éthanol est un petit peu particulier, il ressemble à ce que l'on a vu par exemple pour le mélange eau-acétone, c'est un fuseau relativement large. Par contre, il a une particularité dans la zone qui se trouve ici en bas à droite, c'est ce qu'on appelle un azéotrope. Alors l'azéotropie, c'est quelque chose d'un petit peu particulier que l'on verra plus en détail dans une prochaine séance. Donc aujourd'hui, on va pas vraiment se focaliser sur cet aspect-là. Ce que vous devez retenir pour aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le diagramme binaire que vous avez là, entre 0% qui est donc l'eau pure et puis le 95% de titre en éthanol qui correspond à peu près à la position de cet azéotrope, et bien dans cet intervalle-là, tout se passe exactement comme on l'a vu sur les séances de cours précédentes du point de vue de la distillation. Donc dans le cadre de cette distillation, on va démarrer avec un mélange qui est relativement pauvre en éthanol. Ici, on va choisir un mélange qui est à peu près autour de 15% de titre massique en éthanol. Donc on va démarrer avec une phase liquide qui entrera en ébullition avec une température autour de 89 degrés Celsius à peu près. La phase gazeuse que l'on va obtenir au niveau du bouilleur aura une composition qui sera approximativement de 57-58%. Et puis grâce à la distillation, on va espérer se rapprocher petit à petit d'un titre beaucoup plus élevé en éthanol. Alors le cahier des charges qu'on va se fixer comporte deux objectifs. Donc le premier, c'est que le titre massique du distillat que l'on va sortir, donc le titre massique moyen de l'ensemble du distillat qu'on aura sorti en fin de distillation, on souhaite qu'il soit supérieur à 80% d'éthanol. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir le rendement le plus élevé possible dans le respect de ce cahier des charges initial, donc de 80% de titre massique minimum pour le distillat. Alors, je vais vous remettre l'image du diagramme binaire sans les annotations là juste ici après. Je vous invite à noter sur un papier le timecode qui correspond à ce diagramme. Ça vous permettra, lorsque on arrivera à la partie vraiment exercice, de revenir en fait sur cette image de façon à pouvoir l'utiliser pour répondre aux questions que je vous poserai tout à l'heure. Alors, je vous propose également de profiter de cette occasion pour réviser 2-3 petites choses, s'entraîner un peu, ça fait jamais de mal. Et je vous propose de commencer avec le schéma de principe de la distillation continue qu'on est en train de regarder. Donc je vous ai mis à l'écran le schéma de principe de la distillation continue. Donc on démarre ici en entrée tout en haut avec le mélange liquide que l'on souhaite distiller. Et puis on va sortir avec 3 liquides différents. Ce qu'on va appeler le cœur de distillation, ce qui est vraiment le produit fini que l'on souhaite obtenir. On va avoir la queue de distillation qui est un deuxième mélange qu'on va sortir par le haut de la colonne. Et puis le résidu qui est ce qui restera en fin de manipulation en bas de la colonne. Alors le mélange initial, donc, il est introduit d'abord dans un espace de stockage. Voilà, donc là il a le code R11. Alors je vous ai mis les codes qui correspondent en fait à ce que l'on verra juste après sur le schéma de procédé, de façon à ce que vous puissiez faire le lien entre les deux. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces dénominations ici, on les verra surtout sur le schéma de procédé. Donc une première zone de stockage ici. Alors cet espace de stockage sert de réserve
pour la distillation, mais cet espace sert également, dans le cas présent, de pied de colonne, c'est-à-dire qu'on va avoir un double rôle pour cet espace de stockage qui va servir à récupérer le distillat en fait qui condense dans la colonne et qui redescend dans le bas de la colonne comme on l'a vu la dernière fois. Alors, le mélange, une fois qu'il est passé dans l'espace de stockage, est envoyé vers un bouilleur qui va, comme son nom l'indique, porter le mélange à ébullition. Il est alimenté en eau chaude de façon à assurer ce chauffage. Une fois qu'on a un mélange donc, qui a bouilli, on a une vapeur. Le mélange se trouve sous forme de vapeur et passe dans la colonne de distillation. Donc cette colonne de distillation a un premier point d'entrée qui est celui par lequel est entrée la vapeur qu'on vient de produire. Et il a deux points de sortie. Donc le premier point de sortie, c'est celui qui correspond au pied de colonne, donc au bas de la colonne, où on a du condensat, autrement dit du liquide qui est redescendu dans la colonne. Ce condensat va retourner dans la zone de stockage R11 qui était ici indiquée au départ, et on va donc avoir un cycle qui va se mettre en place entre le liquide qui redescend, qui va donc chauffer l'espace de stockage et puis qui va ensuite repasser dans le bouilleur de façon à retourner dans la colonne. Une deuxième sortie de la colonne de distillation, c'est le distillat qui est sous forme gazeuse pour l'instant. Donc ce distillat va être envoyé dans un condenseur qui va, comme son nom l'indique, condenser la vapeur issue de la colonne de distillation de façon à obtenir cette fois-ci un distillat liquide sous forme donc de condensat. Ce condenseur est alimenté en eau froide de façon à assurer le refroidissement des vapeurs et donc sa condensation. Alors une fois qu'on est passé sur ce condenseur, on va avoir deux chemins possibles. Un premier chemin possible est celui-ci, ce qu'on appelle le reflux, où le condensat va être renvoyé dans la colonne de distillation, donc il va être injecté en haut de la colonne de distillation, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir faire attention à ne pas trop refroidir le condensat une fois qu'on a obtenu sa condensation. On a donc un deuxième point d'entrée dans la colonne qui est un point d'entrée haut, qui correspond à ce reflux. Donc suite à la condensation, on a également un deuxième circuit possible, ce qui correspond à la collecte, où là on va aller dans la zone de refroidissement, c'est-à-dire qu'on a une première étape de condensation où on obtient un distillat liquide chaud, et ce distillat liquide chaud, une fois qu'on va vouloir le stocker comme produit, eh bien on va dans un premier temps le refroidir de façon à l'amener à température ambiante, ce qui permettra deux choses. D'une part d'avoir un liquide qui est froid, donc facile à manipuler. Deuxièmement, un liquide à 20 degrés Celsius à peu près, donc un liquide qu'on va pouvoir analyser facilement sans avoir besoin de le refroidir davantage. Et troisièmement, finalement trois choses, on va pouvoir éviter que l'alcool qui est présent dans ce distillat ne se vaporise simplement du fait de la température élevée du mélange. Alors, au niveau de la collecte, on a ensuite deux périodes. Donc la première période qui est le début de la collecte, on va donc stocker le distillat qui correspond donc au cœur de distillation dans une zone de stockage qui porte le numéro E81 ici. Alors, je faisais une petite différence entre début de collecte et début de distillation. Alors le début de distillation, en fait, ça correspond au moment où la colonne est en train de se mettre en route. Alors pendant toute cette période-là, dans ce montage-là, on ne va pas du tout avoir de sortie de distillat, puisque la totalité du distillat va être renvoyée dans la colonne sous forme de reflux. Donc il n'y aura pas de sortie de matière de l'ensemble du système pendant la mise en route de la colonne. Ici, on débutera la collecte, non pas en début de distillation, mais une fois que la distillation a atteint un régime stationnaire, et donc ça correspondra techniquement à ce qu'on appelle le cœur de distillation. Donc ce sera la version la plus riche en éthanol ici. Ensuite, quand le distillat ne sera plus suffisamment riche pour qu'on puisse remplir le cahier des charges qu'on s'est fixé, donc le niveau de pureté en éthanol, on va basculer la collecte sur un deuxième stockage, donc le stockage E82, et c'est ce qu'on appellera donc la queue de distillation. Enfin, en toute fin de distillation, lorsqu'on arrêtera l'appareillage, on va laisser refroidir et on va avoir un résidu qui va rester dans la zone de stockage initiale, donc dans le pied de colonne. Ce résidu, on va également pouvoir le prélever et donc on aura le résidu de la distillation ici qui va également sortir. Bien, maintenant qu'on a vu le schéma de principe, je vous propose de jeter un petit coup d'œil au schéma de procédé. Alors, le schéma de procédé que j'ai représenté ici est une version, on va dire, épurée du schéma de procédé complet, où je n'ai gardé que les éléments indispensables à la compréhension de la circulation des flux de matière au sein du pilote 14, et de façon ainsi à en simplifier la compréhension.
Donc on retrouve les éléments qu'on a vus juste avant dans le schéma de principe. Donc on va avoir d'abord une entrée du mélange à distiller. Donc ce mélange à distiller va être stocké dans la réserve R11. Alors petit point de précision, dans le vrai pilote physique que l'on a dans la salle de travaux pratiques, il n'y a pas d'alimentation avec une tuyauterie et une vanne, contrairement à ce que j'ai mis ici, pour alimenter R11 en mélange. C'est une alimentation qui se fait à la main avec des bidons. Une fois que le mélange se trouve dans la réserve R11, on va pouvoir le faire passer dans le bouilleur. Donc le bouilleur qui porte le numéro E61 ici, c'est un échangeur thermique tubulaire dans lequel on va faire passer de l'eau chaude. Alors, question évidemment, comment le liquide passe de la réserve à l'échangeur thermique? Eh bien ici ça se fait par gravité, c'est-à-dire qu'on ouvre les vannes qui se trouvent en bas du circuit entre R11 et E61, et en ouvrant ces vannes, en fait, bien, le liquide va descendre dans le bas du circuit et va, par vase communicant, remonter à l'intérieur du bouilleur. Le bouilleur, amenant le liquide à ébullition, va laisser de la vapeur s'échapper par le haut du bouilleur, et cette vapeur qui s'échappe, eh ben, c'est du liquide en moins qu'il y a dans le bouilleur, et donc forcément, plus on laisse s'échapper de vapeur du bouilleur, et plus il manque de liquide à l'intérieur du bouilleur, et par vase communicant de nouveau, eh bien, le liquide passe de R11 à E61. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un thermosiphon. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Alors, une fois que le mélange est passé sous forme vapeur grâce au thermosiphon, on va pouvoir envoyer ces vapeurs dans la colonne de distillation. Alors ici, c'est une colonne à plateau, hein. Il existe d'autres types de colonnes, je l'ai déjà mentionné, nous en verrons d'autres exemples un petit peu plus tard. Et donc on va avoir deux flux de sortie, on l'a dit tout à l'heure, le condensat qui retourne dans R11 et le distillat gazeux pour le moment qui monte en haut de la colonne et qui passe dans l'échangeur thermique E71 dont le rôle va être de condenser ces vapeurs. Donc il y a un premier circuit de sortie à partir de E71 qui correspond au cas où eh bien, le condenseur est défaillant, auquel cas les vapeurs ne condensent pas et donc vont ressortir sous forme de vapeur et vont s'en aller vers l'assainissement. Alors dans les simplifications que j'ai mentionnées tout à l'heure, en fait ici on a un deuxième condenseur qui est un condenseur de sécurité qui arrive juste derrière, que je n'ai pas représenté sur ce schéma. Alors, une fois que les vapeurs ont condensé, hein, ce qui est quand même l'objectif à la base, ces vapeurs, ce condensat va couler par gravité dans une tuyauterie qui se trouve en dessous du condenseur E71 et on va arriver dans une zone équipée de deux vannes qui va nous permettre en fait de séparer en deux le flux de liquide qui passe à ce niveau-là, de façon à choisir ce que l'on envoie en reflux vers la colonne et ce que l'on va envoyer en collecte vers le refroidisseur E72. Donc le liquide arrive ensuite, du moins la partie que l'on collecte, va arriver sur le refroidisseur E72 équipé en eau froide. Et à partir de là, on va pouvoir envoyer donc le distillat refroidi soit vers R81 s'il s'agit du cœur de la distillation. À ce moment-là, ensuite, on pourra sortir de l'appareillage le cœur de distillation. Soit on l'envoie vers R82, ça nous permettra ici de collecter la queue de distillation, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le résidu, lui, on va le sortir en fait par le bas du circuit de circulation du pied de colonne, donc la zone de circulation qui se trouve entre R11 et le thermosiphon, grâce à une vanne, et qui va nous permettre en fait de récupérer le liquide en bas de la colonne. Bien, alors maintenant qu'on a vu l'intégralité du fonctionnement du pilote avec les flux d'entrée, les flux de sortie, le cahier des charges qu'on s'est fixé au départ, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un enseignant. No, God, please, no, no! Ouah, c'est un petit peu excessif quand même comme réaction. C'est un chouette métier, le métier d'enseignant. Bon, d'ailleurs, je le ferai pas si c'était pas le cas. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincu, donc comme je vous le disais, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un enseignant. Donc vous encadrez la séance de TP qui se déroule sur ce pilote que l'on vient ici de décrire. Et donc vous avez donné aux élèves le cahier des charges, ils ont reçu un mélange eau éthanol, alors ils en ont reçu chacun 20 kg, donc 20 kg de mélange eau éthanol à 15% en masse. C'est le point de départ de la manip. Donc vous encadrez la séance et puis il y a un moment où les élèves vont vous expliquer ce qu'ils ont obtenu en quantité et en qualité pour le cœur de distillation, la queue de distillation et le résidu qui reste à la fin.
Donc je vous propose ici d'analyser les résultats de 4 groupes d'élèves différents. Donc je vous ai affiché ici le tableau avec les résultats. Donc à vous de regarder ce que ces élèves ont produit comme résultat au cours de leur séance de travaux pratiques. Et ce que je vous demande de faire, c'est d'émettre un avis sur la qualité du travail de chacun de ces 4 groupes. Et en complément donc de ce travail-là, ce que je vous demande également, c'est de réfléchir à comment vous allez faire concrètement pour respecter le cahier des charges. En particulier, donc, je vous ai dit, il y a 2 critères. Le premier, c'est que le distillat soit chargé à plus de 80% en éthanol et on veut le plus gros rendement possible. Donc comment allons-nous faire en pratique pour nous assurer, disons dans une certaine mesure, que le distillat que l'on collecte en cœur de distillation est effectivement un titre massique supérieur à 80%, et comment on va s'assurer également qu'on a obtenu le rendement le plus élevé possible dans le contexte de manipulation qui était le vôtre aujourd'hui. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse un petit peu de temps. Normalement, vous avez toutes les informations cette fois-ci pour traiter les questions que je vous ai posées. Donc je vous reprends dans quelques secondes. Je vous invite à faire pause pour réfléchir comme d'habitude. Et on se retrouve juste après pour le corriger de l'exercice. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la solution de cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien pris le temps de réfléchir, d'essayer de voir par vous-même quelles étaient donc les performances de chacun des groupes et comment respecter le cahier des charges qui vous avait été fixé. Alors je vous propose de commencer par ça tout de suite en fait. Simplement, si vous voulez, là le critère le plus important, c'est le critère de qualité du distillat. Donc on souhaite avoir un distillat qui soit chargé à plus de 80% en éthanol, et c'est le premier critère qui vous est fourni, et c'est le plus important, celui que vous allez essayer de respecter en priorité. Alors pour remplir ce cahier des charges, en gros il y a 2 façons de procéder. Soit on le fait en fait en utilisant le diagramme binaire que l'on a ici, soit on le fait en analysant directement sur l'appareillage la qualité du distillat. Alors au niveau de la qualité du distillat, on peut analyser soit le distillat qui est en train d'être collecté, soit analyser le distillat qui a déjà été collecté, autrement dit faire une mesure de la moyenne du distillat collecté. Alors si on veut avoir le rendement le plus élevé possible, on va essayer de se rapprocher le plus de la limite du cahier des charges, autrement dit on va essayer de faire en sorte d'avoir au minimum donc ces 80% d'éthanol dans l'ensemble du distillat. Ça permettra de continuer à collecter du distillat plus longtemps, puisqu'en fait au début de la distillation, le distillat va être relativement chargé en éthanol, donc on sera probablement au-delà de ces 80%. Et après, petit à petit, au fur et à mesure qu'on collecte du distillat de plus en plus pauvre en éthanol, eh bien le titre moyen de l'ensemble du distillat collecté va diminuer. Et donc on pourra aller jusqu'à collecter du distillat par exemple qui sera chargé à 70% en éthanol, tout en gardant un titre moyen sur le distillat total collecté de plus de 80%. Alors on peut également se focaliser sur le distillat qui est en train de couler. Alors à ce moment-là on va s'arrêter lorsque la qualité de ce distillat atteindra le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on descendra en dessous de 80% de charge en éthanol dans le distillat qui est en train d'être collecté. Donc évidemment en faisant ça, le distillat global normalement va être au-dessus des 80% qu'on s'est fixé. Donc on n'aura pas forcément le rendement maximal, mais on sera dans le cahier des charges du point de vue de la charge en éthanol. Alors, pour l'analyse du distillat en train de couler, on peut évidemment donc faire une analyse physique en prélevant un échantillon de ce qui est en train de passer dans la tuyauterie. Ça, c'est une première alternative possible. Et on peut également s'appuyer sur le diagramme binaire, comme je vous l'ai proposé juste avant, puisque, en fait, le titre de la vapeur qui arrive dans le condenseur est directement lié à la température de la tête de colonne. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant la distillation, vous avez tout intérêt à bien surveiller les 2 températures du pied et de colonne et de la tête de colonne, de façon à suivre en fait l'évolution de ce qui se passe au niveau de ces 2 portions de la colonne sur le diagramme binaire. Donc là, typiquement, si vous voulez avoir un titre massique qui soit de 80% maximum, enfin plutôt 80% minimum, donc on se situe ici sur la courbe de la phase gazeuse, et bien cela signifie que la température qu'il ne faudra pas dépasser en tête de colonne, donc ça ce sera la Tmax si vous voulez la température maximale en tête de colonne,
Donc cette température en tête de colonne maximale à pas dépasser sera de 81 degrés Celsius ici. Donc vous surveillez la température en tête de colonne et quand vous voyez que vous allez dépasser les 81 degrés Celsius, et bien là vous arrêtez la collecte et vous repassez donc différentes possibilités. En l'occurrence ici, vous allez généralement passer sur le prélèvement de la queue de distillation. Autrement dit, vous allez passer sur une collecte sur R82. Sachant qu'à chaque fois, évidemment, vous avez un petit peu de temps derrière vous puisque le temps que le liquide qui est collecté arrive jusqu'à la recette, il y a un petit temps qui s'écoule. Voilà, donc en gros, soit vous mesurez à intervalles réguliers le titre de la totalité du distillat qui a été prélevé, ce qui vous permettra normalement d'avoir un très bon rendement, mais par contre, il faudra être très soigneux dans l'analyse et le faire de manière fréquente pour ne pas descendre en dessous des 80%. Soit vous faites l'analyse cette fois-ci sur le distillat qui est en train de s'écouler, auquel cas vous aurez plus ou moins la garantie de rester au-dessus des 80% pour la totalité du distillat si ce que vous le prélevez à un instant T ne descend pas en dessous de 80%. Et en complément, vous pouvez également vous appuyer sur la température en tête de colonne pour faire en sorte de ne pas prélever de distillat qui soit également en dessous de 80% de titre. Alors, petit point de détail, le diagramme binaire qu'on a ici, c'est tracé pour un mélange binaire pur et à pression donc standard. Si le jour où vous faites la manip, votre pression atmosphérique est légèrement différente de la pression standard et si votre mélange eau-éthanol contient des impuretés, eh bien vous avez un risque de ne pas vous trouver exactement sur la courbe qui vous est proposée sur ce diagramme. C'est pour ça que personnellement, donc, je vous incite à utiliser la température en tête de colonne comme indicateur pour surveiller où vous en êtes dans votre manip, mais ça vient en complément de l'analyse physico-chimique que vous faites sur le mélange qui est en train, donc le distillat qui est en train de couler. Ok, donc je vous propose à présent de passer à l'analyse des comptes rendus que vous ont transmis les élèves. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec le groupe A. Donc le groupe A a débuté comme les autres groupes avec 20 kg de mélange chargé à 15% en masse en éthanol. Et ce groupe vous indique dans son tableau qu'il a réussi à collecter en cœur de distillation une masse totale de 7 kg de mélange titré à 85% en masse d'éthanol. Et là, vous vous dites que ils sont en train de vous baratiner. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que initialement on avait, on l'a dit, 20 kg de mélange à 15% en masse. Donc ça c'est ce qu'on avait initialement. Ce qui veut dire que dans le mélange initial, au total, on a 20 fois 0,15, autrement dit 3 kg d'éthanol pur. Donc au plus, vous êtes capable de collecter dans le cœur de distillation 3 kg. Mais si vous faites ça, c'est exceptionnel parce qu'à la fin, normalement, c'est pas cette situation que vous atteindrez. Donc quand le groupe A vous annonce qu'il a collecté, donc on disait 7 kg de mélange chargé à 85% en éthanol, en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il a récupéré au total, donc 0,85 x 7, ça vous fait 6 kg d'éthanol pur. Autrement dit, c'est la multiplication des pains. Vous êtes passé de 3 kg d'éthanol pur dans le pied de colonne en début de manip à 6 kg d'éthanol pur dans le cœur de distillation en fin de manip. Donc là, y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit ils ont fait une erreur, ce qui est possible, soit étant donné que ce sont des élèves de BTS, qu'ils ont un regard critique et qu'ils ont les bons réflexes que vous allez acquérir, à savoir de faire des bilans de matière pour vérifier que tout fonctionne correctement sur le pilote. Là, ils sont en train d'essayer de vous arnaquer. Voilà. Donc, groupe A, recalé, vous n'avez pas fait du bon travail. On passe au groupe suivant avec le groupe B. Alors, le groupe B, lui, vous annonce avoir collecté... Alors, premier réflexe à avoir là-dessus, faire le calcul des masses d'éthanol et des masses d'eau qui correspondent à chacun des composants donc, que vous avez récupérés et comparer ces valeurs à ce que vous aviez en début de manip pour voir si globalement tout s'est plutôt bien passé ici. Alors, si vous faites ça, vous allez obtenir un certain nombre de résultats. Et je vous rappelle qu'au départ, on avait donc 20 kg de mélange, dont 3 kg d'éthanol. Donc on avait initialement 17 kg d'eau dans le mélange.
Ce qui veut dire qu'on a presque récupéré toute l'eau à un demi-kilo près. En revanche, on a perdu quasiment tout l'éthanol. Donc ça veut dire que ce deuxième groupe, le groupe B, a visiblement mal manipulé. Donc là, on n'est pas dans la tentative d'arnaque comme le groupe précédent. Là, à mon avis, c'est plutôt un problème de manipulation, puisqu'on a eu une très grosse perte en éthanol, l'éthanol étant le composé volatile. Donc très probablement que les condenseurs n'étaient pas suffisamment alimentés, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'éthanol est parti en assainissement. Donc il a été perdu sous forme de vapeur, ça c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est qu'il y avait une fuite au niveau du dispositif de distillation en amont donc, du condenseur E71 et qu'à ce moment-là, on a eu des pertes de vapeur de la colonne ou de la recette R11. Par exemple, il y avait un couvercle mal fermé ou quelque chose comme ça, ça se produit. Donc à ce moment-là, on a eu des pertes de vapeur, et comme la vapeur est relativement chargée en éthanol par rapport à ce qu'elle contient d'eau au départ, eh bien on a plus de pertes d'éthanol que de pertes d'eau dans ce cas-là. Voilà, donc groupe B, on est plus dans la mauvaise manipulation, donc là pareil, recalé, vous n'avez absolument pas rempli le cahier des charges, et donc vous avez fait des erreurs de manipulation au cours du TP. Très bien, donc je vous propose à présent de voir le groupe C. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste que tout à l'heure. On peut vérifier ici qu'on a très peu de pertes. Hein. On a au total 500 grammes de pertes sur l'ensemble de la manipulation. Et très probablement, hein, c'est pas sûr, mais il est probable qu'en fait, ça provienne de la quantité de liquide qui en fait est restée dans le pilote, notamment au niveau du circuit de sélection du distillat, donc le circuit qui permet de soit choisir de renvoyer le distillat du côté reflux, soit du côté collecte. En fait, vous avez un tuyau ici qui est en forme de U, qui va contenir du liquide en fin de manip. Donc il suffit que vous oubliez de vider ce tuyau-là en fin de manip, et vous allez avoir une perte d'à peu près un demi-litre, voire même un petit peu plus parfois. Donc c'est tout à fait possible ici que ce groupe ait oublié de vidanger, donc le circuit de sélection du circuit de distillat. Voilà, ensuite en termes de respect du cahier des charges, donc on est à 85% au niveau du cœur de distillation, donc là tout va bien. Et on a un rendement qui est relativement important, puisqu'en fait on a obtenu 2,6 kg d'éthanol dans le cœur de distillation sur les 3 kg qu'on avait initialement. Autrement dit, on a un rendement de 85% ici. Donc on a à la fois une pureté de 85% et un rendement de 85%. Donc ce troisième groupe, bon job, voilà, bon travail, vous avez respecté le cahier des charges, vous avez obtenu un bon rendement, donc vous avez plutôt bien travaillé. Good job. Bien, donc je vous propose de passer maintenant au dernier groupe, le groupe D, pour voir ce qu'il en est de leur côté. Donc le groupe D a obtenu des résultats qui sont différents de ceux du groupe C. Il a obtenu effectivement de la même façon que le groupe C 3 kg de cœur de distillation. En revanche, il n'a pas atteint les 85%, on est à 70% de titre massique pour le cœur de distillation. Donc là, typiquement, ils étaient partis boire un café et ils ont malencontreusement raté le moment où il fallait basculer le prélèvement, la collecte de distillat sur le R82, donc ils sont arrivés trop tard. Et voilà le résultat. Donc là, une fois qu'on en est là, on ne peut plus revenir en arrière et vous avez donc manqué votre cahier des charges. Ensuite, ils ont obtenu ici... Donc vous voyez qu'ici, on a de nouveau une petite perte au niveau de l'éthanol, hein, donc quelque chose là, on peut supposer qu'effectivement il y a eu de l'évaporation. Alors ça peut être, comme tout à l'heure je vous l'ai proposé, le couvercle qui a pu être mal fermé sur le R11, ça peut être une mauvaise manipulation de l'éthanol dans le sens où il est trop longtemps resté dans un récipient ouvert et du coup ça s'est évaporé. Il peut y avoir aussi donc, du mélange qui est resté dans le circuit de prélèvement de distillat. Voilà, donc il y a plusieurs alternatives possibles. Il n'y a pas une grosse perte, mais il y a une petite perte qui est présente possible, et quand même. Et donc l'eau, ça va. Et puis donc ça nous fait un rendement. Ça nous fait un rendement ici de 70%. Donc là, on a typiquement un groupe qui a plutôt bien travaillé.
mais qui n'a pas travaillé au mieux des possibilités du pilote. Hein. On a atteint un degré de pureté de 70% en masse pour le cœur de distillation, donc on a raté, le groupe a raté le moment où il fallait basculer la distillation sur le R82, et on a un rendement de 70%, ce qui est en retrait par rapport aux 85% qu'on avait avec le groupe C. Donc ça reste raisonnable, on n'a pas 10% comme on aurait pu avoir par exemple sur le groupe B pour lequel il y avait une forte perte. Là on était sur un rendement de 14%, donc là on est carrément hors clou. Là par contre on n'est pas complètement non plus à l'ouest, mais on n'est pas au mieux de ce qui est possible de faire sur ce pilote. Donc retour au travail, il faut réessayer et améliorer les performances sur ce pilote. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des possibilités en termes de ce que l'on peut observer comme résultat à la suite de la manipulation du pilote 14. Donc je vous invite évidemment à revoir ces différents calculs, à refaire ces calculs par vous-même. Surtout que, comme je vous l'ai dit, hein, ce pilote 14, vous serez amené l'année prochaine à le manipuler vous-même. Et toute cette démarche que je viens de faire ici, de vérification en fait des résultats, d'analyse des résultats pour voir si vous êtes dans le respect du cahier des charges, dans quelle mesure vous avez réussi à obtenir un rendement satisfaisant, est-ce que vous avez eu des pertes de matière sur le pilote, si vous avez eu des pertes, à quel niveau elles peuvent éventuellement se situer, comment vous pourriez corriger donc ces pertes la fois suivante. Voilà, tout ce travail d'analyse, d'optimisation du procédé, et ben l'année prochaine ce sera à vous de le faire pendant les séances de TP. Bien, donc j'espère que cette présentation du pilote 14 vous a plu et que cet exercice vous a apporté quelque chose. On se retrouve normalement bientôt pour une nouvelle vidéo de cours dans laquelle on parlera un petit peu plus en détail du mode de fonctionnement en fait des colonnes et de leur structure interne. Voilà, en attendant, je vous souhaite bon courage à tous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!